Bonjour à tous et bienvenue dans ce contexte live. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. C'est un live un peu particulier parce que nous sommes ici à Paris, mais nous sommes aussi en direct de Busan, en Corée du Sud, où cette nuit, les 175 pays qui participaient aux négociations sur le traité plastique se sont quittés sur un échec. Je suis Stéphanie Collier, je suis responsable du pôle environnement à Contexte et à mes côtés, Laura Mercier, qui est journaliste à Contexte Environnement à Bruxelles. Et Laura est à Busan depuis une semaine et elle a suivi heure après heure ces négociations. Elle va nous permettre de comprendre les coulisses de cet échec et aussi avec elle, on va se projeter sur la suite, sur ce qui va se passer maintenant. Vous connaissez la maison. Le live, c'est un moment d'échange entre nous. Donc, on compte sur vous, sur vos questions, sur vos remarques dans le chat. Et on file tout de suite à Busan pour retrouver Laura. Bonjour Laura. Bonjour, bonsoir. Et plutôt bonsoir, parce que oui, il est 19h chez vous, c'est long week-end pour vous, long week-end à suivre les dernières négociations, les dernières tractations pour arriver à cet échec. Raconte-nous ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché? Ouais, c'est un week-end et une longue semaine, en effet, commencé lundi dernier déjà, qui s'est terminé dans la nuit de dimanche à lundi vers 3 heures du matin, dans une ambiance assez pesante à Busan, dans ce centre de convention qui a accueilli tout le monde depuis plusieurs jours. En fait, ça s'est un peu fini comme s'il manquait quelque chose. C'est-à-dire que quand même les négociateurs, les observateurs, plus de 2000 personnes étaient venues à Busan dans l'espoir qu'il y ait un accord sur un traité sur la pollution plastique. En tout cas, c'est l'engagement qui avait été pris 2 ans plus tôt, et l'accord n'est pas au rendez-vous à la fin. Tout ça, c'est le fruit d'une semaine de pourparlers qui n'ont pas été faciles, qui n'ont pas été fluides entre les négociateurs, avec différentes étapes. Et surtout, ce qui a manqué a priori quand même dans cette semaine, c'est un déclic. En fait, c'est comme si la négociation n'avait pas complètement pu avoir lieu. On y reviendra. Il y a eu beaucoup de freins, d'opposition qui n'ont pas permis aux pays engagés d'aboutir à au moins des zones de compromis ou les landing zones. Voilà, donc maintenant on s'arrête ici et on reprendra plus tard. Ce qui s'est passé pendant le week-end, on s'était quitté en fait le vendredi les premiers jours avaient été difficiles à lancer la machine, mais quand même les pays travaillaient. Mais on entendait beaucoup dans les couloirs que ça se limitait toujours à les prises de position, des répétitions. Chacun répétait sa position de manière à chaque fois très lente, et qu'on n'entrait pas dans le vif du sujet, dans le vif de la négociation. Le résultat de ça, c'est que le président du comité de négociation, donc l'équatorien Luis Vallas Valdivieso, a proposé 2 textes au cours de la semaine, ce qu'on appelle des non-papers, donc c'est des notes informelles de discussion qui en fait reprennent article par article plusieurs options possibles. Et en fait, à chaque fois, ces non-papers, jusqu'à hier, parce que le dernier a été présenté hier à 13h, 13h30, conservaient plusieurs options sur les éléments clés du texte qui étaient tellement opposés que, même lui en fait n'a pas pu proposer de juste milieu, de texte qui pourrait essayer de mener à un compromis. On n'était même pas dans en fait, il s'agissait pas de jouer sur des chiffres ou jouer sur un niveau d'ambition, mais en fait juste une opposition de principe entre 2 camps. Question de Pierre sur le chat que je prends tout de suite parce que il vient poser quelque chose qu'a dit l'ONU aussi à la suite. Donc quand on a acté qu'il y avait un échec, l'ONU a dit c'est pas tout à fait un échec, c'est un demi-échec. Et c'est aussi la question de Pierre sur le chat de Contexte. Sa question c'est est-ce que c'est vraiment un échec puisque à la base il n'y avait pas de traité plastique. Donc est-ce qu'on n'a pas un tout petit peu avancé quand même? Alors oui, bon après de toute façon les Nations Unies ne peuvent pas dire que c'est un échec. Ça serait un aveu assez difficile, je pense. Surtout que pour eux maintenant, l'enjeu est d'assurer la continuité, de garder de la visibilité sur cette négociation. C'est un échec dans le sens où l'ambition était d'avoir un accord avant la fin de l'année. Commence à se dire que potentiellement c'était vraiment pas réaliste. Ça aurait été du jamais vu. Un accord de cette envergure en 2 ans. Ça aurait vraiment été un record. Donc là-dessus, en tout cas, le résultat qui était annoncé n'est pas là. Donc c'est un échec. Il y a eu des progrès assez limités quand même. Beaucoup de pays l'ont dit hier pendant la plénière de clôture.
souligner que voilà, il y a quand même eu des avancées, il y a eu des discussions, ça a permis de comprendre mieux les positions de chacun. Il y a eu des avancées aussi parce qu'il y a une majorité assez franche qui s'est consolidée. Donc dans ce sens-là, il y a eu du progrès sur les textes. On part avec un texte qui est plus abouti, avancé que celui qui était sur la table au départ de la semaine. Mais le résultat prévu n'est pas là. Est-ce que Laura, tu arrives désormais à définir quels sont les points qui ont le plus coincé dans ces négociations, en fait les lignes rouges que personne n'arrivait à gommer un tout petit peu ou sur lesquelles vraiment elles étaient tellement importantes qu'on n'arrivait pas à discuter au-delà? Est-ce qu'on arrive à nommer ces points-là? Et c'est aussi la question de Sophia sur le chat. Ouais, il y a en fait ce qui a été dit hier un peu en plénière par plusieurs parties, notamment par l'Union européenne, c'est qu'il y a à la fois c'est une question de fond et de forme. Donc il y a une remise en question quand même déjà de la méthode de travail, de la méthode de négociation. Donc ça devrait être potentiellement adressé pour la prochaine fois. Le fait voilà, c'est un petit peu la dynamique des réunions, le fait que le calendrier a été changé plusieurs fois pendant la semaine, ce qui pouvait casser des dynamiques. Donc il y a ça sur la forme. Et après sur le fond, vraiment, en fait, il y a une opposition très claire sur l'objectif du traité et le périmètre qu'il doit avoir. Donc bon, l'objectif affiché dans une résolution de l'ONU, c'est de mettre fin à la pollution plastique. Maintenant, en fait, le champ des mesures pour faire ça n'est pas acquis et n'est pas unanime. On a un bloc de pays majoritaire, plus d'une centaine de pays, pour lesquels il faut agir sur tout le cycle de vie des plastiques. Et ça comprend la phase de la production, avec donc une réduction des niveaux de production et de consommation des plastiques primaires. En face, on a une minorité de pays qui rejettent toute mesure sur la production de plastique, généralement les pays notamment producteurs de plastique ou de pétrole et qui servent à la production de plastique. Donc en fait, il y a et ça c'est une remise en question du mandat, parce que le mandat de négociation confirme qu'il faut agir sur tout le cycle de vie. Et pour ces pays-là qui sont contre, le cycle de vie commence davantage à la phase de conception d'un produit et pas à la phase de production. Et c'est vraiment cette opposition, cette confrontation qui a enlisé les négociations cette semaine et qui a semblé impossible à trouver même un juste milieu. De ce que je comprends, il y avait aussi cette question qui a été une ligne rouge et qui est l'une des explications à cet échec des négociations. C'est la question de qu'est-ce qu'on nomme comme étant un produit chimique problématique dans la conception du plastique. Ça aussi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça voulait dire et qu'est-ce que les uns et les autres entendaient par là? Ouais, alors en fait, bon là-dessus, donc on a à peu près le même rapport de force que sur la production. En fait, toutes les mesures dites au niveau de la production, donc aussi bannir ou interdire certains produits plastiques à usage unique, par exemple les pailles, les cotons-tiges, et aussi essayer d'interdire des substances qu'on connaît et qu'on sait être dangereuses qui sont utilisées dans ces plastiques. Et donc là-dessus, on a le même rapport de force avec des pays qui sont contre cette idée. La majorité souhaiterait avoir un texte en fait qui permet des annexes, et au fur et à mesure que on a aussi des études scientifiques qui attestent de la dangerosité de ces produits, de les ajouter. Ça se fait dans d'autres conventions, les conventions de Bâle sur les déchets et protocole de Montréal. Donc c'est voilà, eux souhaitaient ça c'est quelque chose qui est aussi voilà fermement rejeté par les pays dits du like-minded group, donc des pays qui partagent le même état d'esprit, comme l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Iran et d'autres, qui ne veulent aucune liste. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi tu les as vus à l'œuvre, tu les as vus échanger, etc. Quels étaient les pays qui étaient like-minded, comme tu disais? Quels étaient les pays qui étaient plus progressistes? Est-ce qu'on arrive à voir se dessiner deux grandes tendances de pays? Et comment ils se comportaient en fait pendant ces négociations? Est-ce qu'ils étaient très vocaux, pas très vocaux? Est-ce que tu peux nous faire un peu cette cartographie des pays et de leur relation à ce traité plastique? Ouais, mais c'est ça qui est vraiment très intéressant en étant sur place, parce qu'on assiste aux séances plénières, et donc on est dans cette salle et on voit les négociateurs à l'œuvre, les diplomates qui prennent la parole chacun à leur tour, et c'est vraiment ce qui ressort de Busan, c'est les groupes sont très clairs, plus clairs encore qu'à l'arrivée.
Et en fait, il y a toujours un peu cette dynamique, toujours avec beaucoup de politesse en plénière. Tout le monde reste assez poli, où chacun se répond à tour de rôle. Chacun doit demander à prendre la parole. Le président distribue la parole, etc. Et en fait, souvent, c'est des démonstrations quand même par bloc. Donc, soit très vite, quand le président va soumettre une décision, on va avoir très vite l'Arabie Saoudite qui va prendre la parole, le Koweït. Donc ça, pour le groupe des États qui sont plutôt contre un traité à la fois contraignant et avec un large périmètre. Ils vont tous prendre la parole à la suite, ce qui fait quand même une grosse démonstration. Et après, peuvent venir des fois les autres. Et là, on va avoir des pays, notamment, moi j'ai trouvé que les pays d'Amérique latine, on a beaucoup vu le négociateur du Panama, mais aussi celle du Mexique, ou les pays d'Afrique également, du Rwanda, qui sont aussi très vocaux. Il y a beaucoup de bonnes punchlines. Enfin, c'est très intéressant comme dynamique. Tout le monde n'a pas la même façon d'être. Les Européens sont plus moins expressifs dans leur manière d'être et de répondre, mais quand même assez francs et tranchés. Et puis il y en a d'autres qui sont plus en retrait. La Chine attend toujours très très longtemps avant de prendre la parole, sans aucune esclandre, aucune. Les États-Unis, c'est pareil. Voilà, du côté des pays aussi dans la coalition pour un traité ambitieux, on voit aussi beaucoup la Norvège qui est très très active, la Suisse aussi, avec voilà des négociateurs aussi bien identifiés. Et pour revenir de l'autre côté, on avait un négociateur russe et un négociateur saoudien. Je pense qu'ils ont vraiment marqué les esprits. Tout le monde trouve que c'est vraiment de très très bons diplomates, très stratégiques, qui savent très bien utiliser les procédures, jouer sur le temps. C'est des prises de parole. Hier, le représentant saoudien a parlé au moins pendant 10 minutes, toujours très lentement, avec une manière un peu comme s'il cherchait ses mots, alors que tout ça est quand même très pensé à l'avance. On a aussi vu hier le négociateur russe. Donc ils sont plusieurs assis, et il y avait le négociateur. Il y en a un qu'on a beaucoup vu au début de semaine et qui s'exprime en anglais, ce qui est assez significatif aussi parce que moi, dans les sessions précédentes, il s'exprimait souvent en russe, ce qui déjà marque une distance et les rend moins expressifs en fait. Parce qu'on a la traduction, donc c'est pas pareil. Et hier, il y avait, c'est pas lui qui a pris la parole, mais c'est son collègue qui parlait en russe pour le coup. Et à côté, on voyait, parce qu'il y a la vidéo, le chef de la délégation russe qui en fait marquait le tempo, qui lui disait là, ça se pose. Et donc il faisait une phrase et il marquait un temps de pause. Puis après, il lui donnait le là pour repartir. Et ça, c'est vraiment une technique, enfin, pour retarder le process. Ça frustre tout le monde, alors que les pays qui veulent un traité et ambitieux, ils veulent aller vite. Donc, ils sont beaucoup plus spontanés et directs dans leurs interventions. Ça, c'est assez intéressant à observer. Ce qui m'interroge dans ce que tu disais à l'instant, c'est qu'on sait que la Chine a un rôle très important dans la production de plastique, dans la consommation de plastique. Est-ce que c'est logique pour toi, qui connais bien ces négos, qui connais bien la position de la Chine, est-ce que c'est logique qu'elle ait été finalement assez peu vocale et assez mesurée et assez en retrait par rapport à la Russie ou l'Arabie Saoudite dont tu parlais à l'instant? Je pense que la Chine, en tout cas c'est ce qu'elle marque dans ses interventions, a pas l'air de formellement ou publiquement vouloir choisir un camp, s'afficher avec les uns ou vraiment avec les autres. Donc toujours, il n'y a pas de grande prise de position, surtout en plénière où tout le monde peut y assister. C'est plus rappeler son soutien au processus, à l'objectif, sans plus. Après, on a quand même eu des échos dans les négociations qui se passent plus dans des groupes de contact auxquels nous, les journalistes, on n'a pas accès. Là, la Chine réagit vraiment sur du contenu. Et là, par exemple, sur la question de la production, la baisse de la production, la Chine s'est exprimée plutôt contre des mesures sur la production, reprenant en fait le langage des Russes ou des Saoudiens ou du groupe Like Manit, qui est de dire qu'il n'y a aucun lien entre la pollution plastique et la production de plastique. Et donc, il n'y a pas à agir sur la production. Et ça, pour les Européens, pour la France notamment, cette position de la Chine les a un peu, je sais pas si je peux dire frustrés, mais il y a eu une déclaration il y a quelques mois entre le président français et le président chinois où les deux s'engagent à une réduction de la production plastique
Donc, il y avait une attente de la Chine qui n'a pas été transcrite ici dans ces négociations. En tout cas, c'est pas le mandat qu'elle avait. Elle n'a pas suivi ces déclarations-là. Après, voilà, la Chine est restée discrète, mais il y a beaucoup d'attentes quand même sur la Chine pour la suite de la négociation. Il y a vraiment le sentiment que c'est un pays clé dans cette négociation et qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Donc, c'est certainement voilà quelque chose sur lesquels les diplomates vont se concentrer dans les mois à venir. On a une question de Salomé sur le chat. Je lis sa question, je te laisse répondre. Donc elle nous dit bonjour Salomé. Elle dit: j'ai cru comprendre que les pays hôtes, donc la Corée du Sud, avaient rendu parfois les discussions, les rencontres plus difficiles, ce qui avait posé des problèmes de visibilité, de transparence dans les discussions. Est-ce qu'ils ont répondu à ces accusations entre guillemets, à ces défauts d'accueil? Je pense que Salomé fait référence au fait que tu le disais au début du processus de négociation, les ONG avaient parfois du mal à rentrer dans les salles où elles pouvaient être observateurs. Il y avait des problèmes de place. Je pense que c'est à ça que Salomé fait référence. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'ailleurs comment ça se passait? Oui, alors en fait, dans cette négociation, il y a toujours trois types de réunions. La plénière, tout le monde y a accès, pas trop de problèmes. Et après, il y a des groupes de contact. Et là, ont le droit d'y aller les négociateurs des États et les observateurs. Donc, les observateurs, c'est la société civile, c'est aussi les lobbyistes, des représentants de l'industrie, c'est aussi les scientifiques qui sont aussi présents en nombre. Donc là, ils peuvent y assister, mais problème de place, et il y avait des salles qui étaient trop petites pour accueillir tout le monde. Donc c'est vrai que dans les journées où il y avait ces réunions, on voyait les observateurs faire la file devant les portes, parfois 1 heure avant qu'une réunion ne commence pour essayer d'avoir une place. Tout le monde ne pouvait pas y rentrer, ce qui est en effet un problème parce que techniquement, ces réunions, les groupes de contact sont ouvertes aux observateurs. Et c'est en effet, du coup, ça limite la transparence, la visibilité. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été en effet reproché. Les ONG environnementales qui étaient présentes ont interpellé là-dessus le pays hôte et aussi le Programme des Nations Unies pour l'environnement qui aide à accueillir. Je suis pas certaine qu'il y ait eu des réponses pour autant. Et après, de toute façon, ces réunions-là se sont terminées et tout a été fait après d'une manière plus informelle, donc là, même sans observateurs. Donc ça s'est conclu là-dessus. On va attaquer la seconde partie de ce live. On l'avait un peu séparé en 2 parties avec Laura quand on a travaillé là-dessus. C'était en première partie, on essayait d'expliquer, de comprendre pourquoi il n'y avait pas eu d'accord là. Et puis maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les prochaines échéances? Et c'est l'objet de l'une de vos questions sur le chat, question de Charlotte, qui vous pose cette question, qui te pose cette question, Laura. Maintenant, quelle suite pour ces négociations? Est-ce qu'on sait déjà un peu s'il y a une clause de revoyure? Si oui, quand? J'ai cru comprendre que sur la question de quand est-ce qu'on se remet autour de la table, c'est pas si simple de trouver une date. Alors officiellement, donc là c'était la 5e session, elle est suspendue. Ce qui fait qu'elle va reprendre. Donc, il y aura une 5e session, 2. La date et le lieu ne sont pas encore actés. Ça a fait l'objet un peu hier de prise de parole, en effet, pendant la plénière. Sur le lieu, il y a 2 options. Soit il y a un pays qui va se proposer pour l'accueillir, mais sachant que ça a des coûts voilà, d'accueil, et que là, en plus, c'est quand même en peu de temps, parce qu'en général, un pays hôte le sait 1 an avant pour se préparer. Donc voilà, ça il y a potentiellement des contraintes à l'accueil de la part d'un pays. Et à défaut d'avoir un pays, sinon, ça sera accueilli dans les locaux des Nations Unies. Donc, elles ont notamment le programme des Nations Unies pour l'environnement, par exemple, à Nairobi, au Kenya. Donc, c'est une possibilité. On a aussi entendu certains bâtiments sur Genève. Il y a aussi des rumeurs qui ont traîné hier sur de potentielles candidatures de pays, notamment le cas du Panama, qui a été très, très actif et visible pendant la séquence. Ça peut poser une question parce que c'est pas un pays qui va être neutre. Hein, il est très affiché maintenant politiquement. C'est pas certain que les pays comme l'Arabie Saoudite ou la Russie soient d'accord sur le fait d'aller négocier ce traité au Panama. Et c'est une décision qui doit être prise au sein du bureau du comité où sont regroupées toutes les régions. En fait, il y a 2 représentants par région du monde. Donc ça, on le saura certainement dans les semaines à venir. Et sur le calendrier, en effet, il y a un peu des désaccords. On a entendu, il me semble que c'est le représentant, je crois que c'était l'Iranien et le Saoudien qui ont suggéré qu'il ne fallait vraiment pas essayer de faire cette réunion-là avant au moins le 2e semestre 2025.
suggérant que voilà, il fallait du temps pour digérer ce qui avait été fait ici, le document qui en ressort, qui est donc le dernier non-paper qui va être la base de négociation pour la prochaine session. Voilà. Et bon, c'est aussi une manière de ne pas relancer tout de suite la négociation, de peut-être faire un peu tomber le momentum qu'il y a pu avoir ici en faveur de la grosse majorité. Et par contre, voilà, la Suisse notamment et le Royaume-Uni ont appuyé pour que cette réunion ait lieu rapidement. La France a mis en avant le fait qu'il y a la conférence des océans à Nice en juin qui a accueilli, et que ça serait aussi un moment, pas pour avoir la session de négociation, mais voilà, pour un moment de retrouvailles et pour continuer aussi ces discussions d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas acté, mais ça sera dans les semaines à venir. Alors, on sait évidemment qu'il y aura des discussions informelles entre-temps et que ces questions-là, elles vont de nouveau être discutées. Ma question, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on a un document sur lequel on peut discuter et amorcer la prochaine phase de négo? Est-ce que ça, c'est très clair finalement? En tout cas, ça l'est pas forcément pour moi. Sur de quoi on parle et sur quel document on se base pour continuer à discuter, quoi. Ouais, c'est vraiment l'objet de toutes les discussions qu'il y a en plénière, et c'est ce qui a commencé. C'est avec ça qu'a commencé la 5e session, c'est déjà se mettre d'accord sur le document à partir duquel on négocie. Et ça, c'est une décision qui doit être actée en plus au consensus, donc ça veut dire à l'unanimité. Ce n'est jamais simple quand il y a 175 pays dans la salle. Donc là, il a quand même été acté hier, malgré le fait que le document, le dernier non-paper, ne plaise vraiment à personne. C'est la base de négociation sur laquelle ils vont reprendre ultérieurement. De toute façon, c'est une base de négociation où quasi tout est entre crochets, ce qui veut dire que tout est modifiable, rien ne fait l'objet d'un accord. Et ça, le président l'a vraiment affirmé. Ça sera possible la prochaine fois de faire des ajouts, de faire des suppressions, de modifier ce document. En fait, tout est encore sur la table. Donc, ils retrouveront ce document sans problème. Il y a eu des références, notamment encore du saoudien, du représentant saoudien, pour s'assurer que le long document de plus de 80 pages qui avait été issu de la session précédente de négociation à Ottawa, qui est vraiment considéré comme une compilation de positions impossible à utiliser, que ce document-là continue à faire autorité. C'est aussi une manière voilà, de toujours pouvoir un peu plus revenir en arrière, faire référence à d'autres positions, etc. J'avais une question pour toi, Laura. Dans quelle mesure ce qui s'est passé là à Busan toute cette semaine, est-ce que tu as suivi, ça vient questionner la problématique de la prise de décision au sein de l'ONU et notamment cette question du consensus? Dans quelle mesure Busan vient un peu chatouiller cette question-là? Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Alors, on l'avait déjà vu lors du passage par Paris des négociations sur le traité plastique l'année dernière, au printemps. En fait, les règles de procédure sont vraiment clés dans une négociation. Elles sont tout à fait politiques, elles sont utilisées à des fins politiques. En fait, le consensus est une règle assez sacrée quand même dans le multilatéralisme, notamment dans le domaine de l'environnement. Les traités sont adoptés avec un consensus, et un consensus, ça veut dire unanimité. Donc un droit de veto pour chaque pays. Et souvent, ce consensus, il est constaté par le silence dans la salle ou l'acclamation. On passe même pas par un vote. Voilà, mais c'est quelque chose qui assure à chacun que ces positions vont être entendues et représentées à la fin. Mais de plus en plus, et en effet, cette négociation le montre, c'est très difficile d'aboutir à un consensus et à un résultat qui va être en plus acceptable. Là, on a quand même une majorité de plus d'une centaine de pays qui se fixent un niveau d'ambition élevé pour ce traité et qui fait face à une minorité de pays, une vingtaine maximum, qui ne veut pas de cette ambition. Donc la question légitimement est posée, est-ce qu'on devrait avancer sans ces pays-là? Vraiment, dans les couloirs, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté cette semaine, qu'il faudrait oser proposer en vote, tenir sur la majorité. Mais après, c'est une question aussi de volonté politique. C'est aussi marquer un précédent dans une prise de décision dans le domaine de l'environnement, sur le droit international. Il faut vouloir créer ce précédent qui peut aussi être un retour de bâton un jour pour une région sur une autre thématique. Donc voilà, c'est vraiment une question qui est, pour l'instant, les Européens, la France également, continuent à appeler à un accord consensuel. Le président des négociations aussi. Après, voilà, cette semaine, au final, il y avait même pas un texte à essayer de soumettre à un vote. Est-ce que ça arrivera plus tard? C'est vraiment difficile
à acter. Il y a des fois d'autres personnes ou des observateurs qui suggèrent peut-être qu'il faudrait sortir du cadre des Nations Unies, qui impose trop ce consensus et cet accord par tous. Mais voilà, c'est des décisions qui sont quand même très fortes politiquement. Et on n'a pas encore non plus le sentiment qu'il y a la base pour le politique pour les prendre. En tout cas, ça a pas mal animé les débats de ce que je comprends dans les couloirs. Vous êtes nombreux sur le chat et merci beaucoup de nous suivre. Je prends une question de Ulysse pour toi, Laura. Ulysse te dit: j'ai une question concernant le chapitre de l'éco-design. Lors de l'INC4, le sujet du réemploi et de la recharge était à l'ordre du jour. Il semble que lors de cette session-là à Busan, c'était pas le cas. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que ça a été mis de côté? Alors, je n'irais pas confirmer que ça a été complètement mis de côté. Ça n'a pas été tant au cœur potentiellement, en effet, des négociations. Après, il me semble que dans le non-paper qui est encore sur la table, ils font référence au réemploi au chapitre éco-conception, c'est l'article 5, parmi d'autres. Enfin, ils font notamment référence à des objectifs de réemploi. Mais ça reste un texte qui ne fait pas forcément l'objet d'un accord. J'ai pas plus de précision sur les points plus précis de ces négos. Une autre question de Pierre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'eux. Pourtant, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, mais on n'a pas parlé d'eux. Les États-Unis, quelle position ont-ils prise? Et puis, il faut aussi se dire une chose. Pierre, je rebondis sur votre question sur le chat. La prochaine fois qu'il y aura des négociations sur le traité plastique, ce sera l'administration Trump qui assistera à ces négos. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le fait qu'on soit en transition aux États-Unis explique qu'on les ait finalement assez peu entendus, d'après toi, Laura? C'est possible, c'est une explication. En attendant, c'était quand même toujours l'administration Biden qui était ici. Je pense que c'est quelque chose qui, avant de venir à Busan, poussait aussi dans le fait d'essayer d'avoir un accord là. Ça aurait été probablement plus confortable d'essayer de négocier avec cette administration que la suivante. Les États-Unis, de ce qu'on entend, n'étaient pas n'ont pas pris un rôle de leadership, en tout cas dans les négociations, mais n'ont pas été non plus dans l'obstruction sur le contenu. Maintenant, ils ont quitté Busan assez discret. On les a pas entendus en plénière hier. Et c'est vrai que la prochaine fois ils seront autour de la table, ça sera l'administration Trump. Après, je pense que il y a aussi quelque chose qui est plutôt acquis, ce qui est que les États-Unis, Biden ou Trump ou autres, probablement ne vont pas ratifier cet accord de sitôt. Ce serait pas la première fois dans le domaine de l'environnement. Tout ça parce que le Sénat, avec lequel il faut un accord pour une ratification, n'est en général pas favorable et plutôt de majorité républicaine. Donc, en fait, je pense que c'est déjà dans l'esprit qu'il va falloir avancer sans les États-Unis, sans une position forte de leur part. Et il y a aussi le fait, et ça je trouve que c'est assez intéressant, que on pourrait se demander, mais alors du coup, est-ce que cet accord vaudra quelque chose sans les États-Unis, parce qu'un énorme producteur de plastique, et il y a quand même l'idée que, s'il y a des mesures de réduction de la production, d'interdiction de certains produits, notamment aussi après sur les exports, ça va avoir un effet ricochet aussi sur les États-Unis qui vont pas pouvoir ignorer qu'en fait il y aura pas ce marché pour ce type de produit, qu'il va falloir aussi aller dans le sens de l'accord. Donc voilà. Par contre, c'est une autre question sur le mécanisme financier. Ça veut dire que les États-Unis, logiquement contributeurs, ne contribueraient pas au financement. Il nous reste 2 minutes avant la fin de cet échange sur le chat de ce contexte live. Justement, tu en parlais à l'instant, Laura, mais cette question du financement, elle a été très présente lors des COP à Cali et à Bakou. Elle est aussi très présente à Busan. Est-ce que on arrive à voir comment financer des mesures ambitieuses sur ces questions, notamment de limitation du plastique? Ouais, mais ça reste un des points les plus tendus et les plus difficiles, qui finalement était peut-être celui qu'on attendait encore plus cette semaine, et qui a été un petit peu évidemment, ce n'est pas du tout résolu. Ça sera une bataille à un moment ou à un autre, et ça l'est, mais la vraie bataille a été plutôt sur l'objectif et le périmètre du traité. Donc on a moins entendu la question du financement. Ça reste une opposition qu'on a en effet vue à Cali, qu'on a vue à Bakou, entre, en général, plutôt les pays du coup en développement
face aux pays développés. Les pays en développement demandent des mécanismes financiers nouveaux pour assurer le soutien à la mise en œuvre de ce traité, tandis que les pays développés préfèrent les mécanismes qui existent déjà. Après, il y a aussi d'autres mécanismes, notamment pour booster les financements privés. Il y a aussi le fait d'appliquer le principe pollueur-payeur, recourir à la REP, responsabilité élargie des producteurs, faire contribuer les producteurs et pollueurs à ce financement. Donc, il n'y a pas que des sources de financement public, aussi des réflexions sur les financements privés. Merci beaucoup Laura, merci à tous d'avoir participé à ce contexte live. Bon, on l'a bien compris, on n'a pas fini d'observer, de vous raconter les enjeux autour de cette question de la production des plastiques. On reviendra dans pas longtemps avec vous Laura sur les suites de cet échec à Busan. Qu'est-ce qu'on pourra dire aussi de toute la question de la diplomatie environnementale? On l'a un peu là discuté, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses, d'autres questions à se poser. On vous lira donc avec beaucoup d'attention dans Contexte Laura pour continuer à enquêter sur ce traité plastique et sur cette diplomatie environnementale. Peut-être qu'on en reparlera au cours d'un live. En tout cas, nous, on est dispo, à votre dispo si ça vous intéresse. Merci pour votre participation, merci pour votre fidélité et merci à toi, Laura, qui a veillé beaucoup ces derniers jours pour suivre toutes ces négociations. Et puis, petite dernière chose avant de se quitter, si vous avez une petite minute, dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Vous allez recevoir un petit questionnaire avec un lien, ça dure 1 minute, donc n'hésitez pas à le remplir. On vous dit à très bientôt et merci de nous avoir suivis. À bientôt Laura. Merci.